Je le répète depuis le début, disons-le, les médias considèrent que Trump est à ce point une personnalité, je dirais, c'est un menteur, c'est un personnage assez détestable. Et donc, les médias se sont précipités sur Kamala Harris en disant c'est formidable, quelque chose de fondamental a changé. Et donc, on a une sorte de bulle médiatique autour de Kamala Harris. Il se peut que Kamala Harris l'emporte, moi personnellement je le souhaite, il se peut que ce soit un succès, mais c'est beaucoup trop tôt pour savoir si la campagne de Kamala Harris accroche. C'est-à-dire si elle prend dans la profondeur de ce pays qui est un continent. Les États-Unis sont quand même un continent et Kamala Harris, jusque-là, n'était pas considérée comme une très bonne candidate. Donc, de nouveau, soyons prudents de ce point de vue-là. La candidature de Kamala Harris ne fait que commencer, elle commence bien, mais nous avons encore devant nous de longs mois pour pouvoir conclure que c'est un succès. Du point de vue du côté de Trump, d'abord, il y a eu l'erreur du choix de son vice-président, Oui. J.D. Vance, que je connais bien, que j'ai rencontré. Vous connaissez tout le monde. C'est un idéologue, c'est un intellectuel, un idéologue, et qui a fait une série de déclarations qui sont quasiment suicidaires, n'est-ce pas, parlant des femmes qui n'ont pas d'enfants. Précisément ça, pardon Gérard, précisez bien ça. Effectivement, est-ce que c'est suicidaire? Quand on est candidat, grand pays, les États-Unis, on peut être très conservateur ou même réactionnaire, c'est pas interdit, mais quand on va jusqu'à dire toutes les femmes sans enfants sont des damachas, il a tenu des propos extrêmement violents contre les femmes, même 50% de l'électorat. Est-ce qu'on se relève de ça ou est-ce qu'ils sont en train, disons, de se marginaliser sur leur droite? Voilà, c'est ces fameuses déclarations. Les démocrates au pouvoir sont une bande de femmes à chat sans enfants malheureuses qui veulent donc rendre malheureuses qui veulent rendre le reste du pays malheureux lui aussi. Alors, certaines déclarations sont antérieures à son accès à la vice-présidence, mais il y en a d'autres qui sont d'une extrême violence. Oui, et puis en plus, comme vous le savez, le problème finalement des républicains, enfin en particulier, ce sont les femmes, à cause de l'avortement. Au cours des élections locales récentes, à la surprise générale, les démocrates se sont assez bien comportés, alors qu'en général, le parti au pouvoir perd les élections locales, et l'explication fut la mobilisation des jeunes femmes américaines sur la question de l'avortement. Disons-le, aujourd'hui, dans une vingtaine des 50 États américains, l'avortement est totalement interdit, mais interdit totalement, c'est-à-dire que même dans les cas de viol, les cas d'inceste, on n'autorise pas l'avortement. Et ça, c'est quelque chose qui mobilise les jeunes femmes américaines. Et si vous y ajoutez les déclarations de J.D. Vance, qui de surcroît a quand même, il faut bien dire, le charisme d'une huître, ça s'ajoute. Voilà, ça s'ajoute, et je dirais, du côté négatif des républicains. Mais vous savez, il est beaucoup trop tôt pour annoncer l'échec ou le recul de Trump. La campagne, du fait de l'arrivée de Kamala Harris, d'une certaine manière, la campagne cette année sera courte et elle ne fait que commencer. Gérard Haraud, Donald Trump suit très exactement ce qui se passe en France. On se rappelle certaines déclarations sur la France, sur Emmanuel Macron. Il y a eu d'ailleurs des moments d'idylle politique entre les deux, des moments plus froids, vous en avez été témoin. Donald Trump qui a regardé visiblement, en tout cas certains extraits de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et il s'exprime dans les termes que vous allez entendre. J'ai trouvé que la cérémonie d'ouverture était une honte, en fait. J'ai trouvé que c'était une honte. Je suis très ouvert d'esprit, vous comprenez, vous me connaissez mieux que la plupart des gens. Je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait est une honte. Voilà. Est-ce que ça vous étonne que, disons, Donald Trump, et en général que ce sujet est pris de l'autre côté de l'Atlantique? Alors, bon, d'abord, soyons clairs, Donald Trump a certainement seulement vu Fox News. Fox News, c'est le CNews américain, et donc Fox News, évidemment, s'est emparé de cette polémique et l'a développée comme on peut s'y attendre. Deuxième élément, pour Trump,
la base de son électorat, c'est l'électorat chrétien évangélique, et donc ce sujet est un sujet en or pour lui, parce que ça ne coûte rien de taper sur les Français, et ça lui permet d'apparaître une fois de plus comme le défenseur des valeurs chrétiennes, ce qui, de la part d'un adultère répété, qui de surcroît vient d'être condamné pour escroquerie, est un peu fort, mais bon, la politique a ses ironies. Et est-ce que ce sujet est rassembleur dans la campagne? On a vu d'autres sujets où il court le risque d'être marginalisé. En revanche, cette expression des normistes, n'est-ce pas, les gens entre guillemets prétendument normaux, ceux qui ne sont pas d'une minorité, blancs, hétérosexuels, etc. On sent qu'il y a là un argument de campagne très important pour Vance, traditionnel pour eux. Hein. Mais est-ce que dans cette élection, ça joue? C'est un élément essentiel du trumpisme. Hein. Moi, souvent, je dis et j'écris qu'il faut oublier Donald Trump. Il faut oublier cette personnalité foutraque et pour essayer de comprendre le trumpisme. Le trumpisme, c'est, il faut bien dire, une révolte d'un certain nombre d'Américains, mais de la même manière qu'en France, le Rassemblement national, c'est une révolte d'un certain nombre de Français. Et parmi les revendications, il y a le sentiment qu'on a attaché trop d'importance aux minorités. Donc c'est un peu la révolte, c'est vrai, la révolte de l'homme blanc. La révolte de l'homme blanc face au féminisme, face aux droits des gays, aux droits des minorités, à la lutte contre le racisme. C'est l'affirmation, finalement, en ce qui concerne Trump, c'est différent en France, en ce qui concerne Trump, c'est un peu une Amérique qui est en train de mourir. C'est l'Amérique blanche, machiste, chrétienne, qui est en train de mourir et qui se défend. Et c'est un peu peut-être le dernier sursaut. Vous me disiez, pardon Gérard Haraud, vous me disiez cette chose incroyable, dans les cercles trumpistes, notamment de Vance, etc., on vous a parlé de Charles Maurras, c'est-à-dire de la figure réactionnaire très intellectuelle française des années 30, enfin même un peu avant, et il est présent chez un certain nombre d'intellectuels trumpistes. Oui, parce que, alors là je parle de Jay Evans que j'ai rencontré, de Steve Bannon, vous savez, qui est un de ses penseurs derrière Trump, et également d'un conseiller à la Maison-Blanche, Stephen Miller, qui a été là pendant les 4 ans et qui est toujours derrière Trump. Et j'ai eu des discussions, et à ma grande surprise, chez 2 des 3 en tout cas, le nom de Charles Maurras est apparu, et le thème de la réflexion était de dire, au fond, la pensée réactionnaire, c'est-à-dire nous sommes en train de perdre nos racines, une société sans racines, familiale, religieuse, ethnique, est une société condamnée. Et comme vous le savez, la pensée réactionnaire est une pensée de lamentation, c'est-à-dire une pensée qui pense que c'est trop tard. Alors on a mythifié le passé et on essaye désespérément de le retrouver tout en sachant que c'est impossible. Et donc Vance et les autres, mais derrière Trump, qui lui ne pense pas, Trump c'est des tripes qui s'expriment, il n'a pas de surmoi et il va de l'avant, c'est une machine qui a des instincts politiques très forts et très justes d'ailleurs, ce qui lui a permis d'être élu et quasiment d'être réélu. Voilà, il y a là derrière Trump, il y a ces gens-là qui ont une vision très claire de ce que devrait être l'Amérique. Gérard Haraud, dans quelques instants, Nicolas Richoud est également sur ce plateau. Merci beaucoup, Général Richoud. Dans quelques instants, on va venir à ce qui se passe avec Maduro qui vole l'élection au Venezuela, mais aussi ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Un mot, s'il vous plaît, Gérard Haraud, avant que nous nous quittions. C'est intéressant d'avoir votre avis. On a entendu des avis critiques sur Zelensky qui dit on pourrait inviter des Russes à Kiev. Ça signifie que de façon assez évidente, là, il y a une forme de négociation qui pourrait avoir lieu avec des Russes. Certains disent c'est trahir les principes churchilliens. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes de ceux qui critiqueraient Zelensky pour ça ou au contraire qui le loueraient? Non, mais ce n'est même pas louer ou critiquer, c'est la vie réelle. Je ne vois pas comment on peut terminer une guerre sans négociation, à moins que l'objectif soit d'arriver jusqu'au Kremlin avec le suicide de Poutine dans les ruines du Kremlin. Tout ceci est absurde, et profondément absurde. Évidemment qu'il faudra négocier pour mettre un terme à la guerre. Je dois avouer que je ne comprends même pas que l'on puisse poser la question. Et évidemment que Zelensky et Poutine posent des conditions
qui sont des conditions qu'on ne peut pas remplir. À la veille de toute négociation, les négociateurs, évidemment, demandent l'impossible. Puis ensuite, ils s'assoient autour de la table et ils voient s'il est possible, sur la base de la réalité du champ de bataille. Vous savez, c'est le champ de bataille qui décide, hein. C'est rien d'autre. Ce ne sont pas les principes, ce n'est pas le droit international, c'est ce qui se passe sur le champ de bataille. C'est le vainqueur ou le vaincu qui doivent parvenir à un compromis. Mais de toute façon, la question n'est pas d'actualité, parce que du point de vue des Russes, leur intérêt est d'attendre l'élection américaine, d'attendre le 5 novembre, dans l'espoir de l'élection de Donald Trump. Mais je suis convaincu que quel que soit le vainqueur, Trump ou Kamala Harris, je suis convaincu qu'après le 5 novembre, la question de la négociation reviendra sur le tapis, et je dirais Dieu merci.